Crise politique avant une journée de mobilisation sociale. Décidément, cette semaine s'annonce mouvementée. Bonjour Stéphane Siro. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement dans ce studio. Vous êtes historien, spécialiste des syndicats, de l'histoire sociale de la France. Alors, votre bibliographie est longue, j'en ai retenu deux, si vous me le permettez. Le syndicalisme, la politique et la grève aux éditions de l'Arbre Bleu. Et puis, l'ouvrage de référence, La grève en France, chez Odile Jacob. Bloquons tout, le 10 septembre. Cet appel est le nom d'un mouvement qui est né cet été sur les réseaux sociaux. C'est difficile à cerner. On l'a comparé aux Gilets jaunes. Certains souhaitent qu'il se traduise par une grève générale. Pas sûr que ça prenne. D'abord, est-ce que ce mouvement est assimilable aux luttes sociales habituelles ? Alors oui et non, je dirais que la forme prise par le démarrage de ce mouvement a plutôt tendance en effet à devenir habituelle, je dirais depuis une dizaine d'années. C'est-à-dire un mouvement social qui s'auto-organise et qui s'auto-organise en faisant usage d'un outil qui est très pratique de ce point de vue, à savoir les réseaux sociaux. Alors je disais depuis une dizaine d'années parce que ça m'avait frappé en 2016 où il y avait eu deux mouvements parallèles en 2016, l'un contre une loi appelée la loi travail sous le quinquennat de François Hollande et qui avait donné lieu à une pétition qui pour la première fois avait dépassé le million de signataires sur les réseaux sociaux et qui avait entraîner les organisations syndicales à accélérer leur calendrier de mobilisation. Donc j'avais trouvé ça intéressant de voir que l'outil réseau social pouvait au fond percuter les organisations syndicales qui a priori sont à la manœuvre dans ce genre de mobilisation. Et parallèlement, il y avait eu le fameux mouvement des Nuits debout, qui occupait les places publiques, organisait des débats autour du modèle de société, etc. Et qui lui aussi s'était auto-organisé par ce moyen-là. Et puis ensuite, il y a eu les Gilets jaunes, et puis aujourd'hui, donc, ce mouvement Bloquons tout, et entre les deux, toute une série de mobilisations professionnelles, plus catégorielles, je dirais, dont la plus connue est sans doute celle des chefs de bord de la SNCF, qui eux aussi avaient démarré leur mouvement sur les réseaux sociaux. Donc on voit que c'est une variable qui s'est installée. Peu de monde, vous parlez des Gilets jaunes, un peu de monde à l'époque avait saisi l'ampleur qu'ils allaient prendre, si bien que les syndicats, par exemple, étaient restés assez en retrait au début. Est-ce que c'est pour cette raison que cette fois, les médias, les observateurs anticipent ce mouvement ? Alors oui, ça me paraît assez évident que les Gilets jaunes ont créé un précédent. Ce précédent, c'est le fait qu'il y ait eu, à l'époque, une forme d'auto-organisation d'ampleur nationale. Il y a déjà eu dans l'histoire de nombreux mouvements sociaux qui ont pu démarrer sans que les organisations syndicales les aient appelés. Mais généralement, d'ailleurs, elles s'y intégraient et elles les encadraient assez rapidement. Mais ça arrivait principalement au niveau professionnel, au niveau local, mais rarement, voire pas du tout, au niveau national. Les Gilets jaunes ont fait cette démonstration qu'il était possible de s'auto-organiser, de durer dans le temps, par ailleurs, en utilisant uniquement ce vecteur-là. Donc en effet, vous l'avez dit, les organisations a priori les plus sensibles aux mouvements sociaux, c'est-à-dire, pour faire simple, les organisations politiques de gauche, une partie des organisations syndicales, sont passées totalement à côté, et même y compris d'ailleurs les médias qui ont traité ce sujet, mais une fois qu'il a émergé. Alors que là, c'est vrai, tout de suite, ça a été assez frappant. Dès que ces mots d'ordre ont été lancés, on a vu, alors c'était certes au cœur de l'été où l'actualité est moins chargée en général, mais malgré tout, on a vu que tout le monde s'y intéressait très vite. Puisque vous parlez de la classification un peu politique, dans un sondage Ipsos paru hier dans Tribune des Dimanches, 46% des Français soutiennent ce mouvement, c'est tout de même moins d'un sur deux. Le clivage politique aussi donne une lecture intéressante, puisque les sympathisants de gauche soutiennent massivement, 73% pour les LFI, 67% du côté des écolos, 61% pour le PS. Également du côté du Rassemblement national, on est à 58%, alors qu'en revanche, centre et droite rejettent, 73% des sympathisants Renaissance au raison Modem, 57% des LR. Qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, s'agissant des sympathisants des organisations politiques de gauche, ça n'est pas surprenant. Ça n'est pas surprenant pour plusieurs raisons. Alors d'abord parce que je pense qu'il y a aussi la question politique qui vient percuter cet éventuel mouvement social, qui pour l'instant, il faut quand même le rappeler, demeure virtuel. On verra le 10 ce qu'il en est réellement. Je dis la question politique parce que on peut penser qu'aux yeux de beaucoup de ces sympathisants de gauche, par ailleurs, au-delà même de ce mouvement et du rejet du gouvernement et du projet de budget de François Bayrou, il y a aussi cette espèce d'amertume politique qui s'est révélée suite à la dissolution
raté d'Emmanuel Macron, qui se voit reprocher, à mon avis largement à juste titre, de vouloir contourner au fond le résultat des urnes, qui avait en effet porté le nouveau Mais Front populaire. sait-on mesurer l'ampleur de ces sympathisants de gauche dont vous parlez? Ah, oui, il y a de premières études assez intéressantes, alors qui restent embryonnaires, qui ont été faites sur le public du 10 septembre, hein, ce que j'appelle les septembristes, par facilité, et qui montrent qu'en effet, très rapidement, le mouvement qui a émergé, a priori, sur un site qui s'appelle Les Essentiels, Mmh. que certains identifient plutôt dans des mouvances, disons proches de l'extrême droite. Alors, ça reste à vérifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'agit en effet d'un site très souverainiste. Il suffit d'aller le voir et c'est assez clair. Et puis très vite, donc, ce mouvement s'est gauchisé. Il s'est gauchisé et aujourd'hui, donc, les premières analyses qui sont faites auprès de ce public qui se revendique du 10 septembre montrent en gros que les trois quarts se définissent comme proches de la gauche ou de l'extrême gauche. Ce qui est d'ailleurs une différence avec le mouvement des Gilets jaunes, hein, qui était politiquement beaucoup plus disparate, voire avec un ancrage à l'extrême droite, notamment dans certains territoires, qui était particulièrement marqué. À l'époque des Gilets jaunes, il suffisait de passer 1 heure, hein, sur Facebook, par exemple, pour savoir ce qui se passait, où ça se passait, comment ça se passait. Là, c'est plus compliqué. Alors, certains appels passent par messagerie cryptée. Est-ce que ça se radicalise ou est-ce que ça se modernise? Les deux à la fois, je pense. Alors, il y a ce côté, effectivement, qui cherche à générer un effet de surprise, hein, parce que je pense que ceux qui échangent sur des messageries cryptées ont cet objectif, c'est-à-dire de surprendre le pouvoir, d'éviter qu'il soit, par exemple, présent avant que n'arrivent certains groupes qui peut-être voudraient bloquer tel ou tel axe de circulation ou tel site. Mais parallèlement à cela, il y a aussi des choses qui se passent à ciel ouvert. Et dans des tas de villes, des plus petites jusqu'aux plus grandes, hein, pour les plus grandes, je pense à Paris par exemple, où vous avez à Paris, si je reprends cet exemple-là, plusieurs centaines de personnes qui, à plusieurs reprises, se sont réunies, se sont rassemblées dans l'espace public pour échanger sur les initiatives à prendre, alors qui effectivement, et ça c'est très frappant, sont d'une diversité assez incroyable. Ça va de, de la, du boycott de certaines entreprises, des distributeurs bancaires. Mais il y a aussi les syndicats qui ont récupéré le mouvement, qui s'y associent, puisque dans les transports, dans les hôpitaux, des appels à la grève ont été lancés, d'autres actions également, comme les blocages routiers. Est-ce que le mouvement syndical classique a saisi l'occasion un peu par opportunité, ou est-ce qu'au contraire, il adhère plus profondément à cette journée du 10? Alors je pense d'abord que, puisqu'on parlait des Gilets jaunes, le mouvement syndical a complètement raté le rendez-vous des Gilets jaunes. N'a pas cherché ni à le soutenir et parfois a montré même une forme de rejet, hein, face à ce mouvement des Gilets jaunes. Donc je pense que pour une partie du champ syndical, parce que ce ne sont pas toutes les organisations syndicales, hein, certaines d'entre elles disent clairement, je pense à la CFDT en particulier, qu'elles ne se reconnaissent pas du tout dans ces modalités d'action de ce mouvement du 10 septembre. Je dirais que ça concerne surtout le mouvement syndical que j'appelle mouvementiste, c'est-à-dire au premier chef la CGT en particulier, et qui là, pour le coup, je pense, d'une part, ne veut pas rater ce qui s'était passé au moment des Gilets jaunes, donc qui se dit au fond, si jamais il se passe quelque chose, ben, il faut y être. Il faut y être aussi pour l'engager dans la bonne direction, ce que j'appelle la bonne direction de leur point de vue, c'est-à-dire éviter qu'il ne soit récupéré, entre guillemets, par la mouvance d'extrême droite, hein. Ça me semble assez important du point de vue des syndicats qui se sont engagés à soutenir ce 10 septembre. Et puis, bien évidemment, ça renvoie aussi en partie à la faiblesse actuelle des organisations syndicales et à leurs échecs, hein, le dernier étant celui sur les retraites. Mais si je vous écoute bien, donc ce mouvement peut s'inscrire finalement dans l'histoire des luttes syndicales. Est-ce que, si on prend un peu de recul, est-ce qu'en France, la tradition de contester, hein, les politiques publiques, d'interpeller l'État, est encore une spécificité française d'ampleur? Oui, alors elle est d'autant plus depuis 30-40 ans, hein, pour une raison toute simple, c'est que les politiques publiques ont plutôt tendance à être des politiques qui tendent à restreindre les droits sociaux, enfin ce que certains appellent les acquis sociaux, je préfère parler de droits sociaux, et donc ça génère tout de suite
une interpellation de l'État, une réaction face à l'État, mais dans un pays qui a cette particularité historique d'être un pays extrêmement centralisé. Vous n'avez pas, si je prends un exemple d'un pays comparable par sa taille et son économie, vous n'avez pas ce type de mouvement, par exemple, en Allemagne, où une grande partie des conditions sociales sont discutées dans les régions, dans les entreprises, mais très peu à l'échelle de l'État. Or, chez nous, on a un État qui, de fait, prend la quasi-totalité des initiatives en matière de droits sociaux, en matière de politique publique. Et donc, évidemment, ça génère tout de suite ce que certains collègues historiens appellent des fièvres hexagonales, qui sont effectivement dans leur récurrence assez particulière à la France. Stéphane Siro, historien spécialiste des syndicats de l'histoire sociale. Ce lundi c'est également la fin du gouvernement Bayrou. Alors le vote n'a pas encore eu lieu, mais l'issue laisse a priori peu de doute. Quelle articulation entre ces deux mouvements? Est-ce que la chute du gouvernement risque de couper l'herbe sous le pied des organisateurs ou au contraire d'amplifier le mouvement? Alors je pense que le choix d'ailleurs du 8 par François Bayrou n'est pas anodin. Rien ne l'obligeait à se précipiter. D'ailleurs, il a pris tout le monde par surprise. Pourquoi le 8 et pas le 12, par exemple? Donc je pense qu'en effet, il y avait quand même en arrière-plan l'idée sans doute d'amortir l'éventuel choc du 10 septembre, dont la note récente des renseignements territoriaux montre qu'elle pouvait quand même commencer un petit peu à inquiéter le pouvoir politique. Alors en effet, ça peut avoir un effet démobilisateur, alors surtout sur les plus hésitants, pour une raison toute simple. C'est qu'au fond, la revendication cristallisatrice du mécontentement, c'est-à-dire la politique du gouvernement et le projet de budget de François Bayrou, vont tomber aujourd'hui. Donc on peut en effet considérer que les moins engagés pourraient tout à fait se dire, on va rester en position d'attente, on va bien voir ce qui se passe le jour d'après, et puis voilà, on verra bien. Donc ça sera quand même intéressant justement de voir quelle sera concrètement l'ampleur de la mobilisation du 10. Parce que la chute du gouvernement était une des revendications. Tout à fait, mais si le mouvement se maintient et s'il fait preuve d'une certaine ampleur, ça voudra dire que le mécontentement et la critique sociale vont bien au-delà de la seule question du maintien ou non de ce gouvernement et de son projet de budget. Donc ça sera assez significatif, je dirais, au fond, sur l'état de notre société aujourd'hui. Depuis quelques mois, quelques années même, le pouvoir en place pointe des ingérences étrangères quand des tentatives de contestation sont en cours ou de déstabilisation. Est-ce que c'est un vrai sujet, d'autant plus quand ça arrive des réseaux sociaux? Est-ce que c'est un vrai sujet? Est-ce que ce mouvement peut être ou non le fruit d'ingérences étrangères? Le fruit, non. Ça me paraît assez absurde que des puissances soient en mesure de chercher à instrumentaliser une crise politique dans un pays qui est leur adversaire ou leur ennemi. Ça, ce sont des choses presque vieilles comme le monde. De considérer qu'une puissance étrangère serait en capacité d'organiser, de susciter une mobilisation, de faire sortir dans la rue des centaines de milliers, peut-être un jour, sur les retraites par exemple, des millions de personnes, ça me paraît quelque chose d'assez ridicule. Par contre, ils peuvent se servir effectivement du Oui, mouvement. l'instrumentalisation est possible. Stéphane Siro, est-ce que la concomitance, la proximité calendaire entre la pétition contre la loi Duplon qui a recueilli tout de même, c'est historique, plus de 2 millions de signatures, et la naissance de ce mouvement Bloquons tout, est-ce que c'est le signal d'une évolution sociétale? Oui, parce que je pense que ça fait prendre conscience à beaucoup qu'au fond, chaque citoyen peut avoir un impact sur la société, y compris des initiatives, là pour le coup, sur la loi Duplon, cette pétition, elle est vraiment partie de quelqu'un qui sans doute ne s'attendait pas du tout à un succès pareil, et dont on voit que le succès peut être d'ailleurs d'une ampleur qui dépasse celle des organisations dédiées, parce que là encore, pour faire cette comparaison et ce détour, à peu près au même moment, juste après la pétition sur la loi Duplon, tous les syndicats ont lancé une pétition pour s'opposer au projet de budget. Et je crois que cette pétition doit tourner autour de 350 000 signataires, comparé à la loi Duplon, qui en a fait plus de 2 millions. Mais si je vous écoute bien, c'est entre guillemets une bonne nouvelle que la parole citoyenne pèse davantage. Ça veut dire que dans notre pays, les Français s'intéressent à la politique. Voilà.
hein. C'est effectivement de ce point de vue-là plutôt une bonne nouvelle. Je dis ça parce que on a beaucoup parlé ces dernières années de la montée de l'abstention, etc. Mais je pense que cette montée de l'abstention, qui effectivement est réelle dans beaucoup d'élections, elle rejoint plutôt le fait qu'il y a une offre politique qui sans doute ne correspond pas aux souhaits de beaucoup de nos concitoyens. Ça ne veut pas dire une dépolitisation de la société. Pour en revenir aux chiffres, hein, les tranches d'âge, la seule qui sortent du lot, c'est les plus de 60 ans qui récusent très majoritairement l'appel à tout bloquer. Est-ce qu'il faut y voir finalement une corporation ou au contraire un inaccès ou un accès inégal aux réseaux sociaux par exemple? Ça peut jouer effectivement. Après, on sait bien que les catégories les plus âgées, enfin plus vous montez en âge, plus par exemple le vote conservateur est important. Aux dernières élections présidentielles, Emmanuel Macron, par exemple, a fait ses plus hauts scores dans ces catégories d'âge. Et quand on regarde les mobilisations sociales de ces dernières années, le soutien de l'opinion publique était d'autant plus marqué que la moyenne d'âge était plutôt moins élevée. Donc on est dans, je dirais, dans un registre qui est relativement classique. Stéphane Siro, si on prend un peu de recul avec l'expérience qu'est la vôtre, comment vous regardez cet épisode politique qui nous attend et qu'est-ce qu'il va falloir surveiller dans les heures, dans les jours à venir? Alors, ce qu'il va falloir surveiller, c'est évidemment les décisions politiques qui vont être prises. D'abord, hein, parce qu'elles elles se rencontrent avec un mois de septembre social qui est extrêmement chargé. Et je dirais que les mobilisations, y compris le 10 septembre et le 18, hein, puisqu'il faut aussi rappeler que le 18 septembre, l'intersyndicale a appelé, elle aussi, à une Et là, mobilisation. c'est vraiment l'intersyndicale. C'est l'intersyndicale, mais d'ailleurs, un des enjeux sera la période qui va séparer le 10 du 18. Est-ce qu'il va y avoir une forme de jonction entre ces deux dates ou est-ce qu'elles vont rester totalement hermétiques l'une à l'autre? Et il me semble que précisément la variable du politique va s'immiscer là-dedans, hein, parce que quelle va être la décision prise au lendemain du refus de la confiance à François Bayrou? Quelle va être la décision prise par Emmanuel Macron? Est-ce qu'il va de nouveau chercher à contourner, comme il le fait depuis la dissolution, le résultat des urnes en cherchant d'une manière ou d'une autre le maintien de son orientation politique, ce qui pourrait conduire à être un moteur, un carburant en quelque sorte du maintien d'une tension et d'une colère sociale qui ne demande, on le voit bien, qu'à s'exprimer. Affaire à suivre. Je retiens aussi, hein, vous me dites si je me trompe, mais et ce sera la conclusion, que le côté brouillon un peu de cette mobilisation bloc-conto n'est pas finalement extraordinaire. Vous nous dites que ça s'inscrit tout de même dans l'histoire. Oui, alors quand même à ce niveau-là, c'est assez malgré tout particulier. Alors c'est la force et la faiblesse de ce type d'initiative. Sa force, c'est qu'en effet, ce côté brouillon le rend difficilement captable par le pouvoir politique, et y compris par le fait qu'il n'y a pas d'incarnation physique. Il n'y a pas de leader, si vous voulez, et on l'avait vu avec les Gilets jaunes, ça avait compliqué la possibilité de construire un compromis. C'est aussi sa faiblesse parce que, évidemment, ceux qui sont qui ont l'expertise, disons, la plus aboutie en matière de capacité d'organisation des protestations et de pratiques efficaces, ce sont les organisations syndicales. Donc c'est une force et une faiblesse à la fois, et il y a des côtés tout à fait classiques qui sont les appels à manifester ou à faire grève, puisque c'est un mercredi et pas un samedi, hein, contrairement aux Gilets jaunes. Donc là, c'est très classique. Et puis d'autres choses qui sont plus innovantes. Et d'ailleurs, il m'est arrivé moi-même de me retrouver un peu par hasard dans une boucle WhatsApp qui discutait de ces mobilisations. Et c'était effarant d'ailleurs de voir à quel point il y avait un côté très inventif en matière de propositions d'action. C'était assez incroyable. Stéphane Siro, auteur de Le syndicalisme, la politique et la grève aux éditions de l'Arbre Bleu, ou auteur de La grève en France chez Odile Jacob, historien spécialiste des syndicats. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. L'entretien va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr.